Mélodie, la radio vintage forever. Il vit et défend la chanson française depuis plus de 30 ans à la télévision, une plume qu'il met au service de cet art populaire en servant des artistes comme Frédéric François, Enrico Macias, Michel Thor, Hugo Frey ou encore le talentueux Laurent Gérard. Aujourd'hui, l'invité de Mélodie Radio revient avec un dictionnaire jubilatoire de la chanson française et un nouvel album, Les Souvenirs de demain. Frédéric Zetoun, bonjour. Bonjour Gilles, comment ça va ? Très bien, et vous ? En pleine forme, écoutez, je suis là, dans cette maison que je connais bien, et donc ça me fait plaisir, j'ai l'impression de revenir un petit peu, vous savez, comme les assassins qui reviennent sur le lieu de leur crime. Et j'étais pas venu depuis quelques années ici, puis j'ai retrouvé plein de copains ici, donc ça me fait extrêmement plaisir d'être là. Ça nous fait plaisir aussi de vous avoir sur Mélodie Radio pour parler d'une actualité superbe, chargée. En février, il va sortir un album, Les Souvenirs de demain, et votre livre, le dictionnaire jubilatoire. Dans la même semaine, les 5 et 7 février. Waouh. Non, c'est bien. Ça a demandé du travail. Ouais. On va revenir longuement sur ces deux beaux projets. Mais avant tout, c'est le principe de l'émission. L'émission s'appelle Les Plaisirs démodés. Ouais. Je vais vous demander votre plaisir démodé de la chanson française. Une chanson que vous aimez, mais quand même qui vous semble un peu démodée. Ah, moi, les bonnes chansons, elles sont jamais démodées. Même les plus inavouables, même celles qu'on chante sous sa douche en ne l'avouant pas forcément à des copains intello. J'ai pas alors vraiment... de trucs démodés où vous vous dites c'est pas démodé ou kitsch à souhait. J'aime bien, alors vraiment là, c'est une chanson que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, un artiste dont je ne sais pas ce qu'il est devenu, j'ai jamais compris dans quelle langue il chantait, Ramaya de Afrique Simone. Je connais pas du tout. Ah ça, alors ça, je me mets, voilà, c'est le genre de truc, sous la douche en hurlant, voilà, ça peut être un truc comme ça. Ça peut être, qu'est-ce qu'il y a aussi dans les trucs, dans les belgeries des années 70, un garçon qui s'appelait Mark Hamilton, comme j'ai toujours envie d'aimer. Okay. Des trucs qu'on a complètement oubliés, mais de très très vieux 45 tours, je me revois avec mon manche-disque en train de les passer. D'accord, écoutez, pourquoi pas, des belgeries comme vous dites. En tout cas, dans ce livre, vous allez sortir le dictionnaire jubilatoire de la chanson d'amour chez HarperCollins. Qu'est-ce que c'est un dictionnaire jubilatoire ? C'est quand même étonnant, des chansons d'amour. En fait, moi, ce qui m'a attiré, c'est une collection. C'est une collection que HarperCollins lance. Quand on m'a proposé, c'est le mot jubilatoire qui m'a fait plaisir. C'est justement de ne pas faire un dictionnaire académique. C'est pas un dictionnaire exhaustif, loin de là, puisqu'on a fait des choix et en fait, l'auteur est totalement libre de parler de ce dont il a envie. Jubilatoire parce que la chanson, ça m'a toujours fait jubiler. Je trouve qu'il y a un plaisir presque charnel avec la chanson, et justement pouvoir m'amuser à parler des mots-clés de la chanson d'amour, ce n'est pas un dictionnaire où j'ai référencé des chansons d'amour. Il y a des chansons d'amour, mais il y a surtout des entrées avec des mots-clés, et plus les entrées étaient étonnantes, et plus ça m'amusait. Oui, il y a des entrées d'ailleurs un peu, lubriques, sexuelles. Oh, lubrique, vous voulez parler de quoi ? De fellation ? Vous voulez parler d'érection ? Mais il y en a dans la chanson d'amour. Vrai. Excusez-moi, quand je pense à Fernande, je bande. Si c'est pas une chanson à la gloire de l'érection, je ne... Mais vous avez raison. Oui, les sucettes aussi de France Gall. France Gall, la pauvre, elle savait pas ce qu'elle chantait, mais oui, effectivement, sucette, je renvoie à fellation, oui, bien sûr. Donc ce dictionnaire, et vous parcourez comme ça toute il n'y a pas que des trucs lubriques. Hein, c'est ce que j'allais dire. Toute la chanson d'amour avec de très beaux termes, comme la rupture notamment. Vous passez de Beko à Traîner, La vie en rose de par Piaf. Est-ce que la chanson d'amour a pour vous quelque chose de supérieur ? Il y a la chanson engagée. La chanson d'amour, c'est 90% du patrimoine de la chanson. Parce que si on ouvre le mot amour, là, on est vraiment resté à l'amour entre un homme et une femme, ou enfin entre deux êtres qui s'aiment, puisqu'il y a aussi... Vous parlez de comme ils disent Aznavour bien aussi. sûr, de l'homosexualité. Je parle du trouble aussi, parce qu'il y a des chansons d'amour à trois aussi. Donc voilà, la chanson d'amour, c'est à peu près toute la chanson. Si vous enlevez la chanson politique, la chanson dite engagée, bien sûr. Voilà, c'est tout. Tout le reste, ça part toujours de sentiments. Et oui, c'est quand même c'est 80% du patrimoine de la chanson française. Ouais. Et c'est votre genre préféré, la chanson d'amour ? La chanson, moi, je peux pas vivre sans. La chanson, ça fait partie intégrante de ma vie. Je ne peux pas envisager une journée sans écouter de chansons. Mais une chanson d'amour. Une chanson d'amour. Les chansons. Est-ce que la chanson d'amour pour vous, c'est Vous l'avez dit, c'est 90% de la variété, mais est-ce que c'est pour vous quelque chose qui est peut-être plus important dans le cœur des gens
que la chanson engagée, que la chanson sociétale. La chanson engagée sociétale, je pense pas qu'elle traverse avec autant. Si, il y a des chansons engagées, Chant des partisans par exemple, qui ont traversé les époques. Mais la chanson d'amour, elle a ça de particulier qu'elle permet à des anonymes de dire des choses, de leur donner les mots qu'ils n'auraient peut-être pas trouvés. Le nombre de gamins ou de moins gamins, quand vous allez dans des mariages, où vous voyez quelqu'un reprendre les termes d'une chanson pour pouvoir s'adresser à sa belle ou à son beau, c'est étonnant ce que la chanson d'amour permet de dire à des gens qui n'auraient peut-être pas les mots pour le dire. C'est ce vecteur amoureux. D'abord, je pense que ce vocabulaire-là peut-être rentre encore plus facilement dans le cœur des gens. Et puis encore une fois, ça permet aussi à des gens. Combien de fois des chansons d'amour ont été parodiées ou ont été actualisées pour pouvoir parler à celles qu'on aimait. Donc je pense que c'est aussi... je pense qu'avec des chansons d'amour, on donne aux gens, d'abord, parfois, les mots qu'ils auraient envie d'entendre. Les chansons d'amour, les chansons de rupture, ça accompagne les gens dans des moments difficiles. Enfin, c'est peut-être une chanson qui accompagne encore plus les gens dans leur intimité. C'est en ça qu'elle est peut-être plus forte. Grande chanson d'amour, puis après il y a d'autres termes comme par exemple Mon vieux Daniel Guichard, où là on dépasse la chanson d'amour. Là c'est la chanson d'amour. Mais ça reste aussi dans nos cœurs. Bien sûr, c'est l'amour envers le papa. De l'amour et de l'amour filial. C'est vrai que dans ce dictionnaire, je suis resté, encore une fois, il n'est pas du tout exhaustif, je suis resté en grande partie franco-français. Oui. Je n'ai fait des entrées où je n'ai cité des chansons anglaises que quand ça m'arrangeait. À la lettre Y et W, je crois. Voilà, la lettre Y et W. Il valait mieux aller chercher Your Song. À part Tata Yo-Yo, je voyais pas trop, c'était pas franchement une chanson d'amour. Et c'est vrai que voilà, je me suis vraiment amusé moi avec ce dictionnaire. C'est du boulot, c'est beaucoup de travail, mais ce qui m'a intéressé justement, c'est de les regrouper par thème. Oui. C'est justement de pas faire des livres sur la chanson d'amour, vous en avez pléthore. Des livres qui ont recensé les grandes chansons d'amour, qui ont raconté l'histoire. J'en ai fait moi-même un il y a quelques années. Honnêtement, j'aurais pas refait le même bouquin. Honnêtement, pouvoir les trouver comme ça des entrées parfois étonnantes et pas rentrer, aller chercher plusieurs exemples par décennie qui servaient cette entrée-là, c'est un vrai boulot, c'était un vrai boulot de recherche, mais c'était un vrai plaisir à écrire. Oui, vous parlez notamment des parties du corps. Alors je crois que c'est les mains, quand vous parlez de la Mes mains de Gilbert Bécaud. Et puis voilà, et pour arriver à des choses beaucoup plus récentes. Et c'est vrai que il y a quelque chose d'assez... Je crois que l'originalité de ce bouquin, si on le trouve original, c'est ça. C'est vraiment cette originalité. La particularité, la singularité de ce bouquin, c'est ça, justement. De les regrouper par thème. Par thème. Et après, dans chaque thème, faire une espèce de grand truc transversal au travers des décennies. Et vous qui ne pouvez pas vous passer de chansons, pas de chansons d'amour également, est-ce que vous pensez que pour écrire une grande chanson d'amour, il faut avoir vécu ? Franchement, ce qui est vécu généralement, je pense qu'il y a des chansons, je ne sais pas s'il faut absolument avoir vécu, mais je pense qu'il y a certaines phrases dans des chansons, on ne peut pas imaginer que l'auteur n'ait pas vécu cette douleur amoureuse. Moi, je pense à Étienne Rodagil, La lave tiède de tes yeux coule dans mes veines malades, dans le cœur volcan, chanson qu'il a écrite pour Julien Clerc, sur une mélodie de Julien Clerc. Je ne pense pas qu'on puisse écrire ça si on n'a pas vécu. Je pensais à Salut les amoureux, moi. Salut les amoureux de Claude Lemel. Claude Lemel, c'est une chanson totalement autobiographique. Oui. Il y a cette nana, il y a cette dame qui est là devant son... Vava qui s'en va. Et Vava, donc son épouse qui s'en va. C'est totalement vécu. Et cette dame qui passe et qui leur fait Salut les amoureux. Parce qu'ils ont l'air encore amoureux, ils s'aiment encore. Ils se quittent, mais ils s'aiment encore. Je ne pense pas que Jacques Brel aurait écrit Ne me quitte pas s'il n'avait pas vécu... je pense pas. Je ne sais pas, je n'étais pas avec eux, mais je pense qu'il y a des fulgurances d'écriture qu'on ne peut avoir, si je commence à parler français c'est mieux, qu'on ne peut avoir que lorsque on les a un petit peu au plus profond de sa chair, au plus profond de ses tripes. Ouais. Et vous aussi, vous êtes tombé dedans, dans la chanson d'amour, parce que dès votre premier 45 tours, oui. Ces matins-là, ces matins, on voit que c'est...
Voilà, c'est dans la tradition. C'était totalement vécu. Et puis, quand j'ai bossé pour les autres, je vous signale, à ce jour, 81 chansons pour Frédéric François. On l'évoque. 81 chansons chantées, et enregistrées, j'en ai écrit au moins le triple. Oui, j'ai appris quand même avec lui, j'ai appris à conjuguer le verbe aimer à tous les temps, à tous les modes. Frédéric François, un grand spécialiste. S'il n'y a pas aimé ou amour dans le titre de la chanson, il la chante pas. Donc là, il a vraiment fallu que je taille mon crayon et que j'aille vraiment chercher toutes les positions possibles, quoi. Et les paroliers, justement, est-ce que vous pensez qu'ils sont forts? C'est Eddie Mitchell qui le dit justement dans la chanson La même tribu. Oui. On a tous craqué un jour sur Je t'aime. Alors, il parle des chanteurs, mais est-ce que les paroliers, eux, craquent forcément sur Je t'aime, écrivent forcément une chanson d'amour? Je crois qu'on y vient. Je crois qu'on y vient tous un jour. Enfin, si on peut pas. Enfin, qu'est-ce qu'on peut donner à chanter à un artiste qu'on aime? Franchement, c'est la quadrate. Enfin, on y revient toujours, quoi. L'amour, c'est quand même le sentiment qui a été le plus chanté. Et c'est quand même ce qui a donné les plus belles chansons, quand même. Ouais. Donc je pense qu'on y revient. On y revient toujours. On y revient toujours. Alors, avec plus ou moins d'originalité, avec plus ou moins d'angles originaux. Le tout, c'est de pas refaire des chansons qui existent déjà. Mais l'amour, c'est tellement universel que. Encore une fois, je crois que je me suis pas posé la question quand même. Mais c'est vrai que je pense que si on prend l'ensemble des chansons déposées au XXe siècle à la SACEM, je crois qu'il doit y avoir 95% de chansons d'amour. Ouais, c'est ce qui plaît aux gens. C'est ce qui plaît aux gens et c'est ce qui les touche. Et c'est ce qui les aide à vivre, surtout. Qui les aide à vivre, c'est comme un remède. Je l'entends souvent aux personnes que j'interviewe ou autour de moi. La chanson m'aide à vivre. Et je crois que vous le mettez, enfin pas m'aide à vivre, mais elle fait partie de votre vie dans votre introduction. Mais bien évidemment. Ça nous aide tous à nous tenir droit. Et moi, ça m'a profondément, dans mon enfance. Non seulement ça m'a aidé à vivre. On va pas faire Zola, on va pas faire. Il y a des moments où j'allais vraiment pas très bien, notamment comme on a tous vécu en période d'adolescence. La chanson m'a vraiment aidé à vivre, mais vraiment, vraiment, vraiment. C'est pas une vue de l'esprit, c'est pas un mot pour faire joli, c'est pas pour faire du bruit avec ma bouche, quoi. Vraiment, c'est en écoutant certaines chansons, je me suis raccroché non pas à la vie, parce que j'étais pas suicidaire, loin de là, mais je me suis raccroché à de l'espoir. Je me disais en écoutant certaines chansons, que oui, que ça valait le coup d'être vécu. Il y a des chansons qui vous redonnent la pêche. Il y a des chansons qui vous créent un soleil même lorsqu'il fait très très gris dans votre vie et dans le ciel. Oui, ça fait partie de nos vies finalement. Mais ça fait partie de nos vies et c'est vraiment... on ne se rend pas compte de l'importance que ça peut avoir pour les gens. On s'en rend pas compte. On a l'impression comme ça qu'une chanson, c'est un art mineur, c'est quelque chose qui passe à la radio. Gainsbourg qui disait ça. Oui, c'est Gainsbourg. Alors, est-ce que c'est un art majeur ou un art mineur? La grande querelle entre Guibert et Gainsbourg, on a tous vu ces images à l'INA. Mais peu importe que ce soit un art majeur ou un art mineur, moi, c'est un art essentiel. C'est, en tout cas, en ce qui me concerne, je le dis et je le répète, c'est un art qui m'aide à vivre. Mais encore aujourd'hui, et un art populaire. C'est un art populaire, c'est un art qui est à la portée de toutes les bourses. C'est un art que même les gens les plus simples en termes de culture peuvent tout à fait comprendre. Je crois que c'est ça la force d'une bonne chanson d'amour. Pour répondre à votre question de tout à l'heure, la bonne chanson d'amour, elle n'a pas besoin de dictionnaire, elle n'a pas besoin de grandes études, elle n'a pas besoin de grandes réflexions. C'est quelque chose... La vie en rose d'Édith Piaf, un texte écrit par Piaf. La vie en rose d'Édith Piaf, c'est très simple. Les mots sont très simples. Quand il me prend dans ses bras et qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Qu'est-ce que vous pouvez faire de plus simple que ça? Mais ça touche immédiatement le cœur des gens. C'est ça la force d'une grande chanson d'amour. Et qui est exportée en plus quand on l'adapte... Après, bon, ça... Après, la chanson vit son cours. Et ça fait sa vie. Mais voilà, mais la force d'une chanson, c'est ça. La simplicité, la sincérité. La simplicité, la sincérité, ça va souvent de pair. Ça va souvent de pair. Et puis là, c'est tellement évident. C'est tellement évident, c'est tellement simple. On se dit, mais pourquoi on l'a pas écrite avant, quoi? Et c'est très simple et c'est universel. Ça me fait penser à la chanson, on en parlait d'ailleurs avec lui, de Claude Lemel, interprétée par Dassin, Ton côté du lit. Ton côté du lit, c'est pas la chanson la plus connue. Bien sûr, mais justement avec une simplicité, il me disait j'ai écrit ça entre deux basses dans une boîte de nuit. Il décrit que il dort sans la personne aimée et d'une simplicité et on sent qu'il a vécu la chose. On sent qu'il a vécu la chose et encore une fois parce que c'est vécu et parce que c'est dit avec des mots de tous les jours, avec des mots savamment agencés mais des mots de tous les jours, ça part vraiment du particulier, ça part vraiment de l'intime et ça touche à l'universel.
L'universel qui est aussi chanté par de nombreux interprètes. On a parlé des paroliers, des interprètes, mais il y a aussi un monsieur de l'ombre qui vous a lancé et à qui on doit beaucoup dans la chanson française, c'est Gérard Davoust. Oui. Comment ça s'est passé ? Comment votre rencontre avec lui s'est agencée et comment vous êtes-vous mis à chanter vos propres chansons dans les années 80 ? 83 pour être extrêmement précis. À l'époque, j'envoie des cassettes à plein de maisons d'édition et j'envoie une maquette qui était ni faite ni à faire en fait avec ma guitare à un directeur artistique aux éditions Chapelle. Les éditions Chapelle, un monsieur qui s'appelle Dominique Cotten, qui vient d'être embauché en tant que directeur artistique, me dit: vos textes, j'aime bien, vous jouez de la guitare comme un pied, mais il y a quand même une chanson là qui me plaît, est-ce qu'on peut se rencontrer ? Et j'y vais, je le rencontre, on fait des maquettes de ces chansons-là, au départ pour les placer, hein. Il ne s'agissait pas de me faire chanter. On fait des maquettes avec de très jeunes musiciens qui démarraient. Au piano, il y avait un certain Jean-Yves D'Angelo, dont on a un petit peu entendu parler depuis. C'est Camille Rustam à la guitare, Manu Katché à la batterie. C'était pas les pires, c'était vraiment des gens qui maintenant, sont devenus des incontournables de ce métier. Et puis comme les chansons avaient l'air de plaire, un jour on me présente le grand patron, et le grand patron c'est Gérard Davoust. Et je comprends tout de suite que j'ai affaire à un monsieur bienveillant, un patron, un vrai patron, quelqu'un qui connaît ce métier, qui écoute ses artistes, qui est toujours de bons conseils, qui même lorsque il vous dissuade d'aller dans une direction, il le fait avec tellement de tact et tellement de bienveillance dans ses propos que vous ne pouvez jamais mal le prendre. Et ça fait maintenant 40 ans qu'on ne s'est pas quitté. Oui, vous travaillez régulièrement avec lui quand vous avez sorti votre précédent album il y a quelques années. Tous mes albums ont été sortis et produits par Gérard. Quand je suis monté sur scène, il y a eu une longue période où j'ai bossé pour les autres, et puis c'est lui qui m'a convaincu, il y a pas si longtemps que ça, il y a une petite dizaine d'années, de chanter mes propres chansons. Et dans ces chansons, il y avait une chanson à laquelle je tiens beaucoup, qui s'appelle bien au contraire, que Charles Aznavour avait mis en musique. Et Charles, pour m'encourager, est venu chanter. C'est le dernier enregistrement qu'il ait fait. On a enregistré cette chanson ensemble. Donc vraiment, c'est une histoire avec Gérard et Charles Aznavour, puisque cette maison d'édition était tenue par les deux. C'était vraiment Charles Aznavour. Les éditions Raoul Breton. Tout à fait. C'est vraiment grâce à eux que je suis là et grâce à eux que je continue à faire ce métier. Et dans cette maison d'édition et sous la coupole de Gérard Davoust, il y a une autre grande artiste que je crois que vous appréciez beaucoup, vous en parlez dans le livre, c'est Linda Lemay aussi qui a été lancée. Une amoureuse des mots comme pas possible. Linda, elle a été plus que lancée. C'est aujourd'hui une immense vedette. Linda, elle va faire l'Olympia. Elle a fait l'Olympia cet hiver pour la 63e fois ou 64e fois. C'est énorme. Enfin, aller voir un concert de Linda Lemay, déjà, c'est prendre des bouquets de mots. Des histoires. Des histoires, des mots qui sont agencés. Elle trouve des angles de chansons que personne ne trouve. Elle a une façon d'écrire, une singularité au bout de la plume que peu d'artistes ont. C'est vraiment une grande de ce métier. Je trouve qu'on ne le dit pas assez. Elle a des fans qui la suivent partout. Quand elle joue quelque part en France, c'est toujours à guichet fermé. Mais vraiment, elle a un public qui connaît ses chansons par cœur. Mais je trouve qu'en termes de médias, elle n'est pas reconnue comme elle devrait l'être aujourd'hui. C'est une grande plume de la chanson française. Et derrière ma question, il y avait celle-ci. C'est la spécificité des éditions Raoul Breton de promouvoir le grand texte, les grands paroliers. Gérard Davoust et Charles Aznavour ont toujours été amoureux des mots. Et les gens qu'ils ont produits ou qu'ils éditent encore aujourd'hui, parce que c'est une maison d'édition totalement en activité, et Gérard, qui est le plus jeune éditeur de 88 ans que je connaisse, d'abord c'est un exemple, c'est une leçon de vie au quotidien. C'est un passionné qui est encore à la recherche de l'artiste de demain. C'est quelqu'un qui vous dit, tu sais, j'ai un copain qui chante dans un tout petit théâtre à Paris à 23h ce soir, il vient. Si vous lui dites c'est bien, il faut que tu viennes écouter, il vient. Il a cette curiosité, il a cette flamme au fond des yeux qui est là et qui est bien allumée, il a cette passion qui est bien vivace encore. Et bosser avec des gens comme ça, mais c'est formidable. Moi, c'est vraiment une chance inouïe. C'est vraiment une chance inouïe que de travailler avec lui.
avec des personnes comme celle-ci. Alors, j'ai tout de même une question après la lecture de ce dictionnaire jubilatoire. Oui. À la lettre D, pour déclaration, Oui. je ne sais pas si vous me voyez venir, vous évoquez la plus belle déclaration d'amour, celle de France Gall et Michel Berger en 1974. Oui. Et juste après, vous parlez de Mon chéri, d'Aya Nakamura. Oui. Et vous écrivez, je vous cite, elle déclare sa flamme à son bien-aimé avec de toute autre image. Grâce à des luisances comme Je rêve de nous deux en l'air sans parachute, on mesure toute la fougue amoureuse et toute la poésie de la chanteuse. Oui. Il y a un petit peu d'humour quand même. Ah, c'est de l'humour. Ben, bien sûr. Moi, je l'ai lu de but en blanc. Il compare... Non, mais bien évidemment que c'est de l'humour. Bien évidemment que c'est de l'humour. Bien évidemment. Mais quand même, c'est de l'humour. Je ne me moque pas. C'est pas mon langage, mais ce langage-là, il touche des millions de gens. Oui. Aya Nakamura, qu'on le veuille ou non aujourd'hui, que ce soit grande artiste, bien sûr. et notre tasse de thé ou pas, le public est là. Elle a fait des chansons qui voyagent à l'international. Bien sûr. Respect. En plus, quand on sait d'où elle vient, honnêtement, Aya Nakamura, elle a grandi à Aulnay 3000. Aulnay, je suis né à Aulnay-sous-Bois, je suis né en Tunisie, mais j'ai vécu toute mon enfance à Aulnay-sous-Bois. La cité des 3000 à Aulnay-sous-Bois, pour en sortir vivant déjà, c'est un miracle. Et pour en sortir en devenant Aya Nakamura, je rends hommage à la volonté de cette femme. À la volonté de cette femme pour en sortir, pour se faire un nom, pour devenir qu'elle est, pour monter sa propre entreprise, parce que c'est elle qui est sa propre productrice. Chapeau bas. Après, c'est vrai que je m'amuse un petit peu. C'était le terme poésie, je me suis dit, tiens. Mais bien évidemment que c'est à lire au 25e degré, bien sûr. Voilà, au moins les choses sont claires. D'ailleurs, on parle de tous ces... On a parlé de Claude Lemel, on a parlé de vous, quand vous écrivez des chansons pour Frédéric François. Entre autres, et les autres. Qu'est-ce que vous pensez de la raréfaction du rôle de parolier dans la chanson française ? Il y en a de moins en moins, effectivement. Parce que les artistes, ils sont tous auteurs, compositeurs, interprètes. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose ? Je peux pas juger ça. Quelqu'un qui a envie de s'exprimer, quelqu'un qui a du talent et qui a envie de s'exprimer, et qui rencontre un public, tant mieux pour lui. On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. C'est vrai que la mode des interprètes, il fut un temps où il y avait des interprètes qui ne faisaient que chanter et qui allaient chercher du matériel, comme on disait, chez les éditeurs, et donc chez les auteurs et les compositeurs. Aujourd'hui, c'est moins le cas, effectivement. Vous avez raison, c'est beaucoup moins le cas. Il y a de plus en plus de gens qui veulent écrire ou coécrire. Voilà, mais ça reviendra peut-être. Vu que c'est l'un de vos métiers, c'est pour ça que je me permets de... Tout à fait. Moi, honnêtement, je comprends tout à fait qu'un artiste qui commence à avoir du succès, à avoir un public, je comprends tout à fait qu'il ait envie de parler de ses émotions à lui. Je comprends, si c'est bien fait. Et ce n'est pas qu'une question aussi de droit à la SACEM ? De pourcentage, il n'y a pas beaucoup. Je suis pas dans la tête des gens, mais si c'est ça, c'est dommage. Enfin, si quelqu'un préfère chanter une mauvaise chanson écrite par lui plutôt qu'une bonne chanson écrite par quelqu'un d'autre, c'est dommage. Et puis le public ne s'y trompe pas. Je crois qu'à un moment, n'oubliez jamais une chose, on fait ce métier pour le public. C'est le public qui est le juge de paix. C'est lui qui fait en fait à la fin qu'on continue ou qu'on continue pas. Ou vous êtes approuvé, ou vous êtes adoubé et vous continuez, ou vous ne l'êtes pas et ça s'arrête là. Donc bon, voilà, c'est aussi bête que ça. Donc non, moi je pense que je comprends que des gens qui commencent à avoir du succès, qui peut-être au départ n'écrivaient pas leurs chansons, mais il y a plein d'exemples comme ça. Je parle dans mon livre de Michel Jonas, et Michel Jonas, au début, ses premiers 45 tours... C'était avec Stone et Chardin, il démarre, entre autres, il fait une première partie à l'Olympia de Stone et Chardin. Stone et Chardin en vedette, en première partie, lui et c'est Jérôme. Et à l'époque, il n'écrit pas ses chansons. À l'époque, c'est Alain Goldstein qui a écrit pour lui, et Pierre Grosse. Et puis doucement, il a envie, il le dit lui depuis le début, qu'il sait qu'il va être auteur et compositeur, mais il fait ses classes. Il fait ses classes en chantant les mots des autres, en chantant les mélodies des autres, avant de se trouver lui-même. Et je pense qu'il s'est d'ailleurs beaucoup inspiré de ce que ces autres lui ont donné. Quand vous écoutez les tout premiers 45 tours de Michel Jonas, des chansons comme La Rencontre, des chansons comme Appelez-moi Frénésie, qui n'étaient pas écrites par lui, ces chansons-là, ni composées par lui, vous voyez qu'après, il s'est beaucoup inspiré de ça. Gérard Lenormand, au départ, il n'écrit pas du tout. C'est les frères Seff qui écrivent pour lui. D'ailleurs, quand Daniel Seff va vouloir chanter après, on va lui dire, mais attendez, il y a un mec qui s'appelle Gérard Lenormand, il fait exactement ce que vous faites. Oui, mais en fait, c'est lui qui a... La couleur Gérard Lenormand, c'est les frères Seff au départ. Donc,
il y a des tas d'interprètes mais c'est légitime. Au bout d'un moment, vous avez chanté les mots des autres et vous avez envie à un moment de chanter les vôtres. Et ça, c'est totalement légitime. C'est la vie, c'est comme ça. Ouais, et puis il y en a un pour qui ça a bien marché. Et puis en vous entendant parler comme ça, on aime vos anecdotes de chansons. D'ailleurs, vous animez une émission chez nous sur Mélodie. C'est Daniel Guichard. Oui. Est-ce que vous pouvez me raconter à nos auditeurs, et vous la racontez dans votre ouvrage, l'anecdote de Faut pas pleurer comme ça? Comment il a trouvé ces paroles de cette sublime chanson? Faut pas pleurer comme ça. Il avait commencé par écrire une chanson sur l'alcool. Le soir, je traîne dans les bars, je traîne très tard. Enfin bon, une chanson d'alcoolo. Et il réécoute ça, il se dit c'est pas possible, comme je peux pas chanter ça. C'est vraiment, enfin, ni pour son image, ni pour la vérité, quoi. C'était pas du tout un alcoolo. Et un jour, il est au feu rouge et il voit une jeune fille fort jolie, au demeurant, en larmes. Et enfin, mais mademoiselle, faut pas pleurer comme ça. Et ça vient comme ça. Vous savez, elle est pas de moi la phrase. Elle est de Charles Aznavour qui disait les chansons, elles sont dans la rue. Les vraies bonnes chansons, elles sont dans la rue. Et elles resteront dans la rue, ça c'est traîné qui longtemps. Elles y retournent. Elles y retournent dans la rue. Et là, effectivement, cette chanson-là, il l'a trouvée dans la rue, à un feu rouge. Ah ouais. C'est la magie de l'inspiration aussi, ça. Et de l'inspiration, du talent, bien sûr. Et aussi, c'est cette relation, quand elle ne se trouve pas dans la rue, c'est une relation peut-être fusionnelle, non, entre un parolier et son interprète? Oui, je pense qu'il y a des paroliers qui ont peut-être voulu être chanteurs au départ, et puis qui s'aperçoivent que leur talent n'est pas là, qui trouvent le talent chez un tiers, qui est leur interprète. Et oui, il y a quelque chose d'assez... Je pense qu'il y a eu quelque chose d'assez fusionnel entre Étienne Rodagil et Julien Clerc. J'allais y venir, je pense notamment au message à la lettre qu'a envoyé Serge Reggiani à Jean-Loup Dabadi. Oui. Et c'est là où il a trouvé ma préférence. Vous le racontez dans votre ouvrage. Jean-Loup Dabadi, une des plus jolies plumes de notre métier, pour moi, un des vrais plus grands, quoi. Je veux dire, c'est... Jean-Loup Dabadi, quand il a traité un thème dans une chanson, il est difficile de le retraiter derrière. Enfin, la solitude d'un père célibataire avec son gosse, un père plaqué. Je vois pas une plus belle chanson que Le Petit Garçon, écrite par Jean-Loup Dabadi. C'est quelqu'un pour qui j'ai un immense respect. Et oui, effectivement, il reçoit une lettre. Il avait donc travaillé pour Serge Reggiani, et Reggiani lui reprochait de ne pas lui avoir envoyé beaucoup de textes pour son dernier album. Et donc, il est un peu piqué au vif par cette missive, et il lui répond mais mon cher Serge, tu sais très bien qu'en matière d'amitié, tu es ma préférence. Tu es en matière d'amitié, tu es ma préférence à moi. Et d'un coup, il était autour de cette chanson que lui avait laissée sur une mini-cassette, sur cette mélodie que lui avait laissée Julien Clerc. Et il ne trouvait rien. Il l'a passé en boucle, il ne trouvait rien. Et ma préférence à moi, en écrivant ce mot à Serge Reggiani, il se dit tiens, là, ça va peut-être coller sur la musique de Julien Clerc. Il écrit ma préférence. Ma préférence, un immense tube de Julien Clerc. Oui. Et pour vous, pour quel artiste vous auriez aimé écrire? Un que vous n'avez pas eu l'occasion. Ça ne sera pas possible, ça ne sera plus possible. Alors, il y en avait un pour lequel je rêvais d'écrire, et c'est arrivé vraiment à la toute fin de sa vie, et j'étais ô combien content de pouvoir faire ses dernières chansons avec lui, c'est Daniel Lévy. Oui. Quand on a la chance de côtoyer un tel monsieur, une telle voix, Daniel Lévy, je crois que c'est une des plus jolies voix de la chanson française qu'on ait jamais eue. J'ai pu travailler sur son tout dernier album. Bon, voilà, il n'est plus là. Et quelqu'un pour qui, alors vraiment, pareil, une voix qui me fascinait, qui me fascine toujours, mais là, elle n'est plus là non plus, c'est trop tard, c'est Morane. J'aurais vraiment aimé écrire pour elle. Ouais. Parce qu'une chanson chantée par des artistes comme ça, vous contentez de mettre quelques mots sur un morceau de papier, mais quand ces mots-là sont transcendés par un tel talent, sont emportés par un tel talent, ça m'est arrivé sur mon dernier album, quand vous avez la chance de donner un texte à Annie Dupéré. Annie Dupéré, qui est une des plus grandes comédiennes qu'on ait en France, carrière flamboyante, on garde toujours les images d'un éléphant s'attroupe énormément avec la jupe. Voilà, et les films de Yves Robert, mais Annie Dupéré au théâtre, il faut la voir, quoi. Enfin, je veux dire, c'est une immense comédienne, et que vous avez la chance d'écrire un texte qui lui plaît, puis qu'elle veut le faire en duo avec vous, votre texte, il s'envole. Moi, j'ai une vraie admiration pour ces interprètes-là, ces gens qui s'approprient votre texte et qui l'amènent ailleurs. Nous, on écrit sur un coin de table un truc,
on fait de notre mieux. Oui. Je dis pas que c'est rien, ça a certainement une qualité puisqu'ils ont envie de le chanter. Mais eux l'amènent ailleurs. C'est-à-dire que ce texte se trouve dans un pays et grâce à ces gens-là, ce texte voyage. Et ça, c'est un vrai bonheur. C'est un vrai bonheur d'auteur, ça. C'est un vrai bonheur. De donner, de souffler les émotions à l'interprète. Et de voir ce qu'ils en font. Ouais. De voir, c'est pas la même chanson. Et ça, il faut le reconnaître. Le vrai talent d'interprète, Morane, je pense que, je sais pas, j'ai jamais eu l'occasion d'être chantée, j'ai jamais eu ce bonheur d'être chantée par elle. Je pense que quand elle prenait j'ai jamais écouté ces chansons-là chantées par leur auteur, mais je pense que ça devait pas être ça, quoi. Interprète, vous l'êtes également, puisque vous sortez le 7 février un album, Les souvenirs de demain. Ouais. Alors là, déjà, rien que le titre, ça en dit long. C'est quoi les souvenirs de demain ? Tout ce qu'il reste à vivre, tout ce qui continue à nous faire vibrer, toutes ces choses qu'il va falloir inventer pour justement se fabriquer ces souvenirs de demain. J'arrive à un âge où on a tendance à penser qu'il faut faire une pause, que c'est l'âge des bilans, que c'est le début de la soixantaine. On parle de retraite, mais quel mot horrible, mais quel mot épouvantable. Et j'étais totalement angoissé par cette espèce de miroir que me tendait la société à ce moment-là. Et puis je me sens pas du tout, j'ai pas du tout envie de m'arrêter, j'ai pas du tout envie de... Et ce qui compte, alors oui, bien sûr, il y a tout un bilan à faire, et il est très joli ce bilan, moi je crache pas dessus, mais ce qui m'importe, c'est pas ce que j'ai fait, c'est ce que je vais faire. Et vous l'écrivez d'ailleurs dans cette chanson, il est trop tôt pour les bilans, pour les couronnes et les lauriers. Avec toi, les plus importants sont les souvenirs de demain. Oui. Vous regardez toujours vers l'avenir. Mais c'est... Le jour où on regarde plus vers l'avenir, on n'est plus là, quoi. C'est le plus important, c'est pas de prendre de l'âge. Le plus important, c'est de ne pas vieillir. Et, c'est bien, c'est joli. Et donc l'âge, on le prend, le compteur tourne. Mais moi, ce qui m'importe, c'est demain. C'est pas ce que j'ai fait. C'est pas ça me fait plaisir. C'est comme des espèces de petits repères. C'est comme des petites choses. Vous dites bon, bah ça va. J'ai pas trop rien fait de ma vie, quoi. C'est bien. Mais pour moi, j'ai tout à faire. Mais vraiment, c'est pas encore une fois. Pas des jolis mots. Non, c'est pas des jolis mots. Vraiment. Je le pense vraiment et je le fais. Enfin, je bosse pour ça, quoi. C'est pas moi les gens qui se mettent sur une espèce comme ça de bilan de patrimoine et qui le regardent, mais franchement, je sais pas comment ils font. Je sais pas comment ils font, je ne juge pas. Moi, je suis incapable de ça. Ce qui m'importe, c'est la chanson que je vais écrire demain, c'est le livre que je vais commencer maintenant. C'est ça, c'est ça qui nous tient en vie. Et en écoutant cette chanson et vos paroles actuellement, ça me fait penser à un artiste, à Gilbert Bécaud. Sa fille Émilie est venue nous le dire ici. Il était toujours tourné vers l'avenir. Dans Faut faire avec, il parle de la naissance, il parle de la suite. Elle est magnifique, cette chanson. De Claude Lemel aussi. Elle est magnifique, cette chanson de Claude. Elle est magnifique, totalement. Et quel interprète. Alors, interprète. Et quand on parle d'interprète, de compositeur-interprète, il n'écrivait pas ses paroles. Vous savez, je crois qu'il n'écrivait pas ses paroles, mais je crois qu'il avait... C'est Piaf qui disait un grand interprète doit donner du talent à ses auteurs. Je pense que Gilbert Bécaud, j'ai jamais bossé pour lui, mais les quelques fois, je l'ai interviewé 2 fois, je crois, dans ma vie. Ok. Et pour Télématin, pour l'émission à laquelle j'ai eu le bonheur de collaborer pendant 26 ans, à chaque fois, j'ai été bluffé par l'énergie du bonhomme, par la générosité déjà en interview. On m'avait dit que c'était quelqu'un de pas facile, de pas commode. Moi, j'ai vu un mec adorable, avec une espèce de volonté de donner, de volonté de dire, de transmettre des choses. Et puis, je pense qu'avec ses paroliers, pour en avoir parlé un petit peu avec Claude Lemel, je sais que vous l'avez interviewé à ce micro aussi, c'est quelqu'un qui allait chercher chez ses paroliers qui leur demandait beaucoup, mais justement pour les pousser à se dépasser. Et c'est vrai qu'un grand interprète, c'est quelqu'un qui doit donner du talent à ses auteurs, vraiment. Et qui ne se repose pas, je reviens là-dessus, qui ne se repose pas sur ses lauriers, toujours vers l'avenir, bien toujours sûr. de l'avant. Mais un artiste qui regarde juste ses disques d'or et ses trophées et qui s'endort devant sa télé, c'est un artiste fini. Hein, on le retrouve dans votre chanson, Les souvenirs de demain, justement. Cette volonté. J'espère. Des idées, vous en avez beaucoup aussi, parce que c'est une recherche de tubes, une recherche d'aller de l'avant, des idées de livres, de projets, d'émissions, etc. De vie, des idées de vie, tout simplement. Et il y en a une chanson, on l'évoquait tout à l'heure en off, qui m'a beaucoup amusé, et je crois que vous l'aimez bien aussi, c'est le tribut à moi-même. Oui. Alors, on peut dire, vous épargnez pas, une calvitie, des cheveux blancs, j'essaie d'être qui je suis, vu que tous les autres sont déjà pris. Mais oui, mais c'est vrai, aujourd'hui, on est à l'ère du tribut. En fait, cette chanson, elle est née d'une conversation avec un grand producteur qui me dit aujourd'hui,
Il n'y a qu'un truc qui marche, et c'est les tributes. Regarde, les Australian Pink Floyd, les ABBA, vous avez, je crois, 8 troupes qui font les ABBA Mania dans tous les sens. Mamma Mia, etc. Voilà, donc des tributes, des sosies, enfin des sosies, des gens ou des sosies vocaux ou des sosies tout court. Vous avez Arnaud Ascoy qui incarne Brel à merveille. Merveilleux, j'ai eu la chance de le voir. Oui. À merveille. Vous avez, il y a la doublure vocale de Johnny Hallyday qui est Jean-Baptiste Guégan, merci. Donc voilà. Donc aujourd'hui, ce qui marche, c'est les tributes. Et donc, en déconnant, la musique est de mon ami Gérard Capaldi qui a réalisé l'album aussi. On est parti sur ce délire. Je lui ai dit, tu sais quoi, je vais écrire un texte, mais j'avais pas la musique. C'est Gérard qui a fait la musique. J'ai vraiment envie de partir sur cette mode du tribute, mais moi ça m'amuse et puis ça m'agace aussi un petit peu parce que c'est pas très original, quoi. Ça ne crée rien, tout ça. Et donc je me suis amusé à mais alors c'est vrai que c'est un peu gonflé en partant à tous ces gens que j'aurais aimé faire, mais je pouvais pas, quoi. Je pouvais pas, et j'aurais bien fait Mimi Mati, mais je suis trop grand, même assis. Oui, je suis paraplégique, je me déplace en fauteuil roulant, donc voilà, j'ai toujours été assis. J'aurais bien fait Serge Lama, mais moi au moins, pisse pas sur les... moi au moins je ne boite pas. Je ne boite pas, oui, c'est ça. Et après Brel, et je ne pisse pas sur les femmes infidèles. Pisser sur les femmes infidèles, j'ai pas le talent de Jacques Brel. J'aurais bien aimé faire Maï Brandt, mais j'ai trop peur du parapente. Oui. Et là vous allez m'en venir, vous êtes grinçant. Vous parlez de Claude François, j'aurais même voulu faire Claude François, mais le courant ne passait pas. Elle était facile, celle-là. Franchement, elle était facile. Bon, j'ai bien aimé cette chanson. Mais, bien sûr, c'est de l'humour, bien sûr, c'est au 25e degré, bien sûr, voilà, j'ai beaucoup de respect pour tous ces gens que j'évoque. Mais c'est vrai que, et donc je dis au refrain, une calvitie, mais j'ai rien trouvé pour la peine, je fais un tribut à ma même, une calvitie, des cheveux blancs, et mon plus beau fauteuil roulant. Oui, j'essaye d'être... Mais vous jouez avec les mots, c'est là où je veux en venir, c'est ça qui est beau. Au-delà de la rigolade, c'est aussi une chanson peut-être un peu plus profonde sur la difficulté d'être qui on est. Ok. Vraiment, on est qui on est. Pourquoi chercher à imiter quelqu'un d'autre ? On cherche toujours à dire c'est le nouveau Tartampion, c'est le nouveau Brel, c'est le nouveau Cabrel, c'est le nouveau. Mais déjà que le mec soit lui-même, quoi, soit déjà le nouveau X ou le nouveau Y. Pourquoi vouloir coller une ressemblance ? Et donc voilà, donc c'était en partant de ça. Donc c'est amusant, c'est grinçant. Je sais que je vais pas me faire que des copains avec cette chanson, mais c'est pas grave. Elle nous fait beaucoup rire en tout cas. Elle nous a fait beaucoup rire aussi. Et dans l'album, on en parlait tout à l'heure, il y a une chanson avec Annie Dupéré. Oui. Alors pourquoi l'avoir choisi pour ce duo qui s'appelle Jamais fini d'aimer. Jamais fini d'aimer. Pourquoi avoir choisi cette grande actrice ? Vous l'enregistrez 2 fois, une fois tout seul et une fois avec elle. En fait, Annie, c'est pas nouveau. On avait fait sur le précédent album un duo qui s'appelait J'aimerais. C'était un parler chanté. Okay. J'avais écrit cette chanson. Je le faisais tout seul en parler chanté. Je suis pas comédien. Donc je me rendais bien compte que cette chanson, elle n'avait pas donné tout son potentiel. Et puis je me rends une soirée, une association dont j'étais parrain. Annie était marraine l'année précédente, donc on se passe le témoin pour cette association. Le spectacle avait lieu à l'Alhambra et je vois Annie sur scène et je la vois parler, chanter un texte. Et je reste, mais baba. C'est-à-dire que j'avais, comme tout le monde, une profonde admiration pour cette femme, qui en plus était absolument charmante, qui dans la vie est absolument... C'est un ravissement, Annie, quoi. Elle est chaleureuse, elle est simple, elle est accessible. Et je vais la voir à la fin, timidement, en lui disant... Non, je crois que je vais envoyer un mail après. Est-ce que vous accepteriez éventuellement que je vous montre une chanson ? C'est un parler chanté. Bon, je lui ai envoyé, puis elle l'a fait. Elle a fait donc, sur le précédent album, il y avait donc ce texte qu'elle disait. Et je chantais, elle disait. Puis elle m'avait dit, moi, j'aimerais bien chanter. Et elle chante d'ailleurs des chansons du début du siècle, du début du XXe siècle, dans un spectacle qui s'appelle Viens Poupoule, qu'elle donne comme ça de temps en temps, qui va se monter à Paris bientôt, mais qu'elle donne comme ça en province pour l'instant de façon assez intimiste, mais elle a vraiment envie de chanter. Et elle chante quoi alors ? Du Tino Rossi, du Charles Trenet ? C'était vraiment les chansons du début du siècle. C'est du Fréhel, c'est vraiment des chansons vraiment tout début, les années 20, quoi. Ok. Et bon, et elle me dit ça, et je lui dis, mais pourquoi pas ? Et j'ai écrit ce texte en pensant à elle, vraiment. Je me suis mis dans la peau de quelqu'un qui a l'âge qu'elle a. Elle les porte, c'est 77, enfin, elle le cache pas, 67 ou 78 ans, elle les porte avec élégance. Et elle les revendique en plus. Donc, je me dis, tiens, qu'est-ce qu'on... Et puis pour moi, Annie, c'est une amoureuse, quoi. C'est quelqu'un qui a aimé la vie, qui a aimé les hommes qu'elle a aimés, enfin, qui en parle toujours avec
avec tellement de chaleur, c'est tellement joli quand elle raconte sa vie. Et je me suis dit, tiens, tant qu'on aime, on est vivant. Et j'ai écrit ce texte, vraiment, et cette musique, là, j'ai fait paroles et musique, en pensant à elle. Je lui ai envoyé la chanson. Dans un premier temps, très honnêtement, la chanson, je me dis, ouais, tu crois, écoute, faut que je réécoute. Bon, ce qu'on dit quand on n'aime pas, quoi, en fait. Et je me suis dit, je suis tombé à côté, c'est pas grave. Et puis, je l'ai réécoutée, la chanson, c'est quand même dommage, elle est chouette, cette chanson, puis j'ai eu envie de la chanter aussi, quoi. Bon, puis, et puis le temps passe, et puis Annie vient, je jouais au mois de décembre 2023 au Trianon, et Annie me fait l'amitié de venir faire donc ce duo sur la chanson J'aimerais, sur la précédente, et en arrivant, elle me dit, tu sais, elle dit à mon éditeur, à Gérard Davoust, mais franchement, je viens de réécouter mais je l'ai écouté, je devais être de mauvaise humeur, mais la chanson, là, jamais fini d'aimer, mais elle est super, cette chanson, mais pourquoi? Elle m'avait écrit quelque chose, c'était pas méchant, mais c'était sans plus, quoi. Et donc là, 6 mois après, elle me dit, mais cette chanson, j'ai très envie de la chanter. Et donc, on l'a faite en duo. Voilà, on l'a faite en duo, et je suis très, très, très heureux, et je suis très reconnaissant d'être venu, mais non seulement d'être venu en studio, mais travailler avec une grande professionnelle comme ça, vous prenez une leçon. C'est-à-dire qu'elle ne laisse rien passer. Elle vient en studio, elle passe du temps, elle cherche avec vous, elle refait la moindre petite phrase si elle n'est pas contente. C'est pas quelqu'un qui vous... allez, voilà, je t'ai fait ton truc avec un peu de... Oui, c'est pas du passe-plat, quoi. Ah non, c'est pas du passe-plat. Il y a un vrai respect pour le texte. Oui. Il y a un vrai respect pour ce qu'elle fait, quoi. Je veux dire qu'elle a envie de le faire, alors elle le fait bien. Elle le fait bien. Et ça... D'abord, ça tisse une vraie relation amicale, parce que c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup. Et en plus, je vous dis, au niveau du métier, on a tous pris en studio une grande leçon. C'est-à-dire qu'elle ne laisse rien passer. Il y a des artistes, allez, j'ai fait mon truc, je t'ai fait ton cadeau, je suis venu, je t'ai fait ton truc, au revoir, à bientôt, il y a mon taxi qui m'attend. Pas du tout. Oui, elle passait la journée entière. Elle est là, elle a passé la soirée avec nous, et puis, c'est une superbe soirée avec elle en plus, mais vraiment... cherchant à vous faire plaisir et cherchant à donner le meilleur d'elle-même. Ça, pour moi, c'est l'apanage des grands. Et c'est peut-être votre chanson préférée de votre album ? Ah, c'est une de celles que C'est une de vous. Je les aime toutes, je les aime toutes Forcément. dans cet album. Je les aime toutes. Il y a une chanson aussi qui s'appelle Gilles Song, que j'ai écrit pour le départ d'un ami qui nous a quittés bien trop tôt. Enfin, je les aime toutes. Je les aurais... Elles ne seraient pas là sinon, s'il y a une chanson que je l'aurais pas mise. Mais celle-là, le bonheur d'avoir travaillé avec elle. Ouais. Et puis je trouve que cette chanson, elle lui amène de par son interprétation, de par l'émotion qu'elle met dans son interprétation et dans ses mots, elle amène quelque chose qui, me semble, pourrait toucher le plus grand nombre, oui. Eh ben, c'est ce qu'on vous souhaite en tout cas, Frédéric Zetoun. Je rappelle votre actualité. Le 5 février, sortie du dictionnaire jubilatoire de la chanson d'amour chez HarperCollins. Oui. Alors on a hâte, on veut tous les amoureux de chansons françaises aller découvrir ce dictionnaire. Surtout au moment de la Saint-Valentin. J'y avais pas pensé. Oui, attendez. En plus, dans la mise en page de ces petits dictionnaires, je suis très content parce que c'est pas forcément une mise en page classique. Il y a des illustrations, il y a des petits dessins. C'est très en couleur. Enfin, c'est un livre qui se lit parce que j'espère qu'il y a un peu de fond quand même. Mais dans la forme, le livre est sympa. C'est un livre que vous pouvez vraiment mettre dans une bibliothèque sans avoir honte. C'est un bel objet. Et à offrir à votre moitié, pourquoi pas. Voilà. Et le 7 février, votre album Les Souvenirs de demain, vous y retrouverez notamment le duo avec Annie Dupéré, des chansons rigolotes, des chansons un peu plus sérieuses, émouvantes. Voilà. Merci en tout cas, merci à vous, Zetoun. Gilles, merci à vous. Et à très bientôt. Ce podcast est disponible partout sur vos plateformes d'écoute et sur le site internet de Mélodie. Au revoir, Frédéric. Merci, Gilles. Mélodie, la radio vintage forever.